Preview du Utah Jazz avec Azad, le rédacteur, bien sûr, qui s'est collé à cette preview. Encore une fois, un petit shout-out à Jordan pour l'illustration avec Jordan Clarkson. Le Utah Jazz, on peut le dire, la surprise de la saison dernière. Az, qui finalement revenait dans le rang ensuite dans la seconde partie de saison. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la saison de Utah? Eh ben, on peut dire qu'il y a eu deux saisons, hein. C'est un petit peu, je pense, que je mets dans l'article, en tout cas. Ou en tout cas, c'est le ressenti qu'on peut vraiment avoir. Il y a eu un très bon début de saison avec une attaque qui faisait partie du top 5, top 10 de la ligue, avec un très bon Mike Conley, une attaque très efficace. Et en fait, tout simplement, à la trade deadline, Danny Ainge a décidé de construire un petit peu là-dessus pour récupérer des assets. À la base, l'idée c'était de perdre pour aller chercher Mbanyama. L'équipe a réussi à gagner parce qu'il y a un très bon coaching offensif, qu'il y avait des joueurs en fait capables et que Mike Conley, qui est malgré sa trentaine bien passée, est encore un joueur très capable. Et du coup, ça a bien tourné en fait sur les premiers mois et c'était une des meilleures attaques. Et en fait, voilà, trade deadline, du coup, il y a un peu Danny Ainge qui a tout bazardé pour récupérer des assets. Il y a Vanderbilt qui est parti aussi. Et ensuite, la deuxième partie de saison, vraiment, c'est du tanking parce qu'il y a Talen Horter-Tucker qui est passé à plus de 30% de usage rate. Donc, on a un mec qui est à moins d'un point par tir tenté. Donc, un mec qui est genre moins efficace que Marcus Smart au tir, c'est vous dire, à 30% de usage. Et du coup, c'est tout simplement faire en sorte que ton attaque ne fonctionne pas. Et ça a très bien marché parce que du coup, ils sont passés 25e ou 24e attaque sur la deuxième partie de saison, avec toujours une défense qui était déjà pas incroyable, qui était aussi dans les 25e. Et voilà comment ils ont réussi à dégringoler dans les rankings, à louper les playoffs, à louper le play-in et aller chercher un tour de draft justement pour aller chercher Tyler Hendricks. Donc C'est voilà un petit peu le résumé de la saison et Jérémy, je t'emmerde. Donc voilà. Et je tiens à le dire. Mais oui, du coup, Penny Bergkamp, c'est Baptiste, c'est ici le fan club de Will Hardy. Et du coup, voilà. Donc en fait, il y avait plein de bonnes choses. Vraiment, c'était une super équipe à regarder. Moi, j'ai pris le temps de faire des articles du coup, sur Mike Conley aussi, sur Lauri Markkanen, de regarder un petit peu la saison de Sexton, de Chris Dunn. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de surprises, mais c'est quand même fait en sorte pour pas gagner. Et du coup, voilà un petit peu ce qu'il y a à dire sur la C'était saison dernière. Et c'était ils le ont... plan, c'était le plan, et puis c'est vrai que ça a été Ouais, une surprise que de les voir performer autant. J'avais fait moi aussi une vidéo en décembre sur pourquoi Will Hardy, c'était génial, j'avais intitulé ça pourquoi le Jazz a déjà réussi sa saison en décembre, parce que je trouvais qu'ils avaient coché toutes les cases de ce qu'il fallait, puisque Lauri Markkanen s'éclatait, que Will Hardy était un excellent coach et que ça ne présageait que du bon pour l'avenir, et que même en s'écroulant, et ça s'est pu passer puisque Danny Ainge a fait le boulot. Dans un trade très douteux avec les Lakers, et Jérémy fait bien de le préciser, et je me fais le porte-parole de sa voix, puisque effectivement je suis très anti-Lakers ici, c'est assumé. Excusez-moi pour les fans des Lakers qui regarderaient ça, c'est un petit peu second degré quand même. Mais du coup, voilà, Danny Ainge réparait la surprise de la saison. Et finalement, un roster, vous allez le voir, des arrivées, des départs comme d'habitude, hein, je fais le petit bilan avant d'attaquer cette preview. Les arrivées donc de Taylor Hendricks par la draft, et on va en reparler. Keyonte George, Brice Sensabaugh, Omer Yurtseven, Joey Hauser, John Collins également, Romeo Langford, et les départs de Rudy Gay, Damian Jones, Juan Toscano, Anderson, Hassan Whiteside et Udoka Azubuike. Le roster, donc au poste de meneur, tu en parlais tout à l'heure, Azad, Talen, Horton, Tucker, Chris Dunn, Colin Sexton, poste derrière Jordan Clarkson, Oche Agbaji, Romeo Langford, Lauri Markkanen et Simone Fontecchio au poste d'ailier. Au poste d'ailier fort, Taylor Hendricks, Brice Sensabaugh, Luka Samanic, Jose Hauser et John Collins. Au poste de pivot, Walker Kessler, Kelly Olynyk, Omer Yurtseven, Mika Potter et Nick Ogenda. Encore une fois, veuillez excuser mes prononciations. Je suis vraiment fatigué, je sens la fin de semaine arriver.
Il reste 3 previews demain. Je ne sais pas si je serai complètement chaud. Il va falloir que je dorme bien ce soir. On l'a dit, le projet maintenant est clair hein, à Utah, malgré le début de saison de la saison passée. Le développement, la draft. La draft cette saison, il y avait peu de choix de draft, mais un choix de draft intéressant malgré tout, puisque en 9e position, le Jazz a sélectionné Taylor Hendricks. Je vais m'en aller encore une fois vous montrer le profil envergure et vous le partager, que ce soit dans le chat, je le fais instantanément, mais aussi bien sûr dans la description YouTube, vous pourrez tout retrouver ça, ainsi que, c'est pas celui-là que je veux copier, c'est celui-ci, ainsi que le podcast envergure que je vous conseille grandement. Petit highlights en toile de fond pour vous parler du rookie, puisque Az, qui dans sa première année, hein, c'est un rookie, il fait des erreurs comme tous les rookies, dans sa première année de preview pour parler d'une équipe en tanking et en développement, n'a pas jugé intéressant de faire un vrai écrit, un vrai paragraphe sur le rookie. Bravo Az, ça fait partie des erreurs, des rookie mistakes, on lui en veut pas, on rattrape ça en live, bien sûr. Voilà. Excuse-moi, c'est de bonne guerre, j'espère que tu ne m'en veux pas. Oui, il a rage quit, c'est pas grave, c'est comme ça, on va le faire sans lui. Le profil très intéressant, un profil très intéressant je trouve, Tyler Hendricks, puisque un profil assez rare, vous le voyez à l'écran, de la rim protection avant tout, donc c'est un protecteur d'arceau hein, en français, un poste très prisé puisque très important et socle défensif potentiel, dans une équipe qui a déjà Walker Kessler, mais on y reviendra un petit peu. Un protecteur de cercle, certes, mais un protecteur de cercle plus dans un style de roamer, de low man, c'est-à-dire un joueur qui va venir sur l'aide, venir aider en protection d'arceau, qui jouera peut-être moins le drop que l'aide, donc de plus loin, grâce à un avantage physique, une grande mobilité et un physique déjà NBA ready. Et un protecteur d'arceau qui se couple avec un autre profil intéressant, un profil de spacer, puisqu'il est un très bon shooter, un bon shooter à 3 points, il est à 40% avec un volume intéressant. Pour un intérieur, c'est d'autant plus intéressant pour pouvoir jouer des offenses en 5-out et pour ne pas pâtir justement d'avoir deux intérieurs sur le terrain, deux intérieurs qui ne pourraient pas shooter. Donc un profil extrêmement rare, première des choses, et extrêmement valuable. À côté de ça, il y a quand même quelques interrogations, hein, bien évidemment, jeune prospect oblige, notamment sur la polyvalence offensive, hein, que ce soit dans le tir ou le jeu d'écran sur pick and roll. Il est plutôt bon en catch and shoot sur le 3 points, tout le reste est un petit peu encore un work in progress. Il faudra voir s'il peut potentiellement pop et surtout s'il peut roll vers le panier correctement, puisque si physiquement il est intéressant, il a encore tendance à exploser un petit peu au contact sur le lay-up et l'attaque de cercle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir sur le moyen long terme. Autre chose qui est un petit peu en question, c'est son mental en termes d'agressivité et de concentration. Il a parfois un petit peu des passages à vide et certaines inconstances. C'est encore une fois des erreurs de jeunesse. Et avec le bon développement, et notamment Willardy, qui quand même a montré qu'il pouvait vraiment tirer du bon de certains jeunes joueurs, pourquoi pas imaginer quand même que ça puisse rentrer dans l'ordre avec le temps. Enfin, quelques problèmes d'appui pour attaquer le close-out, pour un shooter à 3 points, c'est peut-être un petit peu détriment du jeu au global. Et puis un rebondeur moyen pour un intérieur. Il y a pas mal de comparaisons intéressantes avec Vando, Jared Vanderbilt, de par le profil. Il a peut-être un peu de défense, de diversité défensive, et il aura peut-être un upside sur le fait de pouvoir un petit peu devenir un défenseur switch-all, et ça c'est très intéressant encore plus. Donc beaucoup de potentialités, beaucoup d'intérêt, surtout dans, je le disais un petit peu, je le spoilais un petit peu, dans une équipe qui a Kessler Edwards déjà dans l'équipe, un autre protecteur d'arceau. Az, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut définir une identité défensive très intéressante avec un joueur potentiellement sur le drop et une aide en plus, et peut-être vraiment une des meilleures défenses à l'arceau dans les années à venir. En fait, je pense que ça correspond au-delà
au-delà de la culture enfin de la culture, oula, qu'est-ce que je raconte? Au-delà de la stratégie défensive, ça correspond en fait à une stratégie d'équipe qui est de jouer grand. Et en fait, j'en parle aussi dans l'article, ils ont aligné parmi les plus grandes line-up de NBA avec parfois une des line-up les plus utilisées, la deuxième, je crois, du Utah Jazz, elle fait 2,5 m de moyenne. Et en fait, c'est une volonté vraiment un petit peu de ce qu'on avait pu retrouver comme les Hawks avaient essayé pendant les années 2000, ce que Orlando essaye de faire, ce que les Bucks avaient essayé de faire avec John Henson et Larry Sanders et Antetokounmpo. Et en fait, c'est vraiment une équipe de grands, donc je pense qu'il va pouvoir jouer 4, voire même 3, parce que je pense qu'on va pouvoir le retrouver en fait comme partenaire à l'aile, mais aussi donc quand Mark Cannon sera présent sur le terrain, et aussi quand Kelly Olynyk le sera. Donc en fait, je pense qu'ils vont pouvoir un petit peu l'utiliser comme ça et avoir une rotation de front courte autour de Walker Kessler, qui va être des grands intérieurs qui peuvent aider et qui peuvent aussi tirer à 3 points, mais apporter un peu de protection de cercle secondaire. Du coup, ça va être super intéressant. Moi, voilà, me suis pas permis de trop en parler dans l'article, mais j'avais lu un article que j'ai mis dans le chat qui est super intéressant sur vraiment bah, tout son scouting, même sa capacité parfois à pouvoir jouer un mini-rôle de connecteur. Donc, il y a plein de trucs intéressants à voir avec lui, voir comment ils vont l'utiliser. Et puis c'est surtout qu'ils ont tellement rien à l'arrière, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe de Pro B en fait sur les lignes arrière, que vraiment je pense qu'il va y avoir une vraie volonté d'utiliser en fait tout ce talent sur le front de courte, qui est très bon, qui peut être complémentaire, et en plus ils ont un coach qui est très innovant, donc ils vont pouvoir réussir à le développer. Et au pire des cas, ça leur génère des assets qui peuvent ensuite échanger, parce que du coup il y a des doublons sur le front de courte qu'il n'y a pas sur le back court. Donc moi j'aime plutôt bien cette draft. C'est vrai que ça peut faire un peu doublon peut-être avec un profil Olynyk Markkanen, mais moi j'aime bien. Je pense que pour continuer à perdre des matchs et à développer des jeunes, bah, c'est parfait. Et potentiellement voir un draft, oula, un trade de Kelly Olynyk dans la saison, qui peut quand même apporter aussi de bonnes choses à certaines équipes. Donc voilà, ah bah tu vois, c'est comme mais enfin Titi qui vient de dire ça. Je pense qu'il va être trade aussi pour une équipe qui peut avoir besoin un peu de rotation à l'intérieur et d'avoir ce spacing et qui est très intéressant aussi offensivement parce qu'il peut faire jouer le hand-off, mais même feinter le hand-off, faire un peu de création secondaire, enfin pas secondaire, mais jouer un Ouais, peu ce ouais. rôle de connecteur. Et puis bon, bah, Clarkson après, oui, sur mon trade aussi. Et Talon Taker, je pense, bref, THT, ils vont le garder tant qu'ils auront envie de perdre parce que c'est une assurance défaite. Donc en vrai, je pense que ce Mm. sera pas mal. Moi, j'aime beaucoup le joueur, hein. Je trouve ça Non, super mais c'est ça, élégant à c'est ce que j'allais regarder. dire, c'est J'aime que en beaucoup fait, son passing, mais THT, je trouve qu'en créateur secondaire, tertiaire, ça peut être hmm, intéressant, hein. Il y a du déchet, etc. Mais je trouve que justement, la première partie de énormément, saison, ouais. on l'avait vu dans un rôle secondaire en backup, où il Hmm. était entouré d'autres créateurs ou d'autres connecteurs, etc. Avec un bon coaching, tout tournait plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Peut-être moins que Clarkson, même si Clarkson, je trouvais que pareil, dans le système Willardy, je trouvais plutôt bon dans la première partie de saison, tant que son rôle n'était pas trop grand, mais bien sûr, Danny Ainge a viré Mike Conley et tout de suite, moins de création. C'est peut-être là aussi que je voulais en venir. Le fun s'est-il envolé pour de bon? C'était un petit peu, moi, mon deuil à faire peut-être dans cette preview où j'avais vraiment beaucoup aimé le début de saison de ce Utah Jazz la saison passée. Bon, on est d'accord du coup quand même pour dire que voilà, sans renfort à l'arrière et pas de créateur, surtout l'attaque risque de patiner. Mais du coup, j'ai envie de poser une autre question. La grosse surprise est le MIP de la saison précédente et tu écrivais tout un article sur lui. Avec ce manque de créateurs, est-ce qu'il est capable de réitérer en fait la saison précédente, tout simplement? En fait, il dépendait plus des systèmes que des autres créateurs. C'est pour ça qu'il a réussi à garder l'efficacité qu'il avait tout au long de la saison. Mais c'est vrai que à voir comment les défenses vont essayer un petit peu plus de s'adapter à ça, parce que du coup, il y aura un peu moins d'effets de surprise. Et c'est surtout qu'il a une capacité à dégainer de loin à 3 points très vite et qu'il est très haut sur ses appuis et que c'est un grand joueur. Donc en fait, à la finition à 3 points, il est vraiment très très fort. Mais en fait, forcément, il va connaître à un moment dans sa carrière, si c'est pas la saison prochaine, ça arrivera à un moment où sa réussite, elle va un peu revenir à la normale. Parce que là, il est un petit peu en surchauffe quand même, il faut bien se l'avouer. Et en fait, là, ce qui va être problématique, c'est que il a du mal à apporter un peu d'autres choses offensivement.
c'est un joueur qui a perdu plus de ballons en NBA qu'il a fait de passes décisives. C'est vraiment un profil un peu à la Shabazz Mohamed, comme pouvait parler Guillaume par exemple, où tu as une énorme efficacité au point par ballon touché. Donc c'est un des joueurs les plus efficaces, même des 10 dernières années, sur le nombre de points marqués par ballon touché. Et de l'autre côté, c'est un des mecs qui fait le moins de passes par ballon touché. Donc en fait, heureusement qu'il est efficace, parce qu'il pourrait vite avoir cette sensation d'être un trou noir en fait. Mais là, on voit sur le chart que tu montres que vraiment, il est vraiment parmi les, enfin, il est vraiment le plus efficace, mais qui fait le moins de passes, quoi. Et en fait, il en loupe beaucoup parce qu'il prend des shoots en première intention très rapides. Et en fait, moi, c'est un peu la question que je me pose, c'est le jour où le tir va être un peu moins efficace, s'il connaît une saison comme Julius Randle avait pu connaître, justement, où genre le 3 points se casse la gueule après une bonne saison à 3 points, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, voilà un petit peu. Faut vraiment que Willardy arrive très bien à l'optimiser parce que, en fait, par des systèmes, avoir un aussi grand shooter qui peut profiter des mouvements off-ball, bah, en fait, c'est une sorte de Klay Thompson, mais même plus grand. Donc, tu peux toujours l'utiliser dans des systèmes et avec un Willardy, c'est par exemple dans un système qui se base sur l'isolation et que du drive and kick, il serait pas aussi bon, mais là, il y a une vraie création collective par le coaching. Par contre, il y aura pas de créateur à côté. Et ça, c'est vraiment dommage parce que Chris Dunn, il va pas pouvoir jouer ce rôle-là. Talon Taker, il va pouvoir le jouer, mais ça va pas être élite. On a Colin Sexton aussi qui va jouer sur le poste de meneur, mais ça va pas pouvoir apporter grand-chose en termes de passing parce que c'est pas ce qu'il sait faire, quoi. Et ensuite, il va nous rester Clarkson aussi sur les lignes arrière et Agbaji. Donc, bon, au passing, c'est peut-être Chris Dunn, Talon Tucker et Agbaji qui vont pouvoir avoir le plus de promesses. Et c'est vrai que ça reste assez léger à la création. Donc, à voir vraiment encore les miracles que va pouvoir faire Willardy. Et voilà, plus il va faire des miracles, en fait, Willardy, plus ils vont devoir trade des assets pour continuer à perdre et espérer un bon choix de draft l'année prochaine, quoi. Hardy va Mais faire des à voir, ouais, miracles on verra encore. peut-être. Hardy va C'est faire des ça. miracles encore et Danny va encore faire des cadeaux à la trade deadline. Assez parlé de moi, le résumé parfaitement dans le chat. Et Triv qui nous disait, bien sûr, THT, assurance défaite, comme tu as pu aussi le dire, Azad. Une franchise, du coup, bah voilà, en reconstruction et qui n'a pas aussi encore pu réellement profiter de tous les choix de draft qu'elle a obtenus dans le trade, bien sûr, de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, puisque ces choix de draft commenceront en fait à partir de l'année prochaine. Et donc, du coup, on est encore vraiment peut-être dans l'année 0 ou -1 peut-être de cette reconstruction, entre guillemets bien sûr et très schématiquement, mais pour dire que on devrait avoir quelques previews similaires à l'instar de Détroit hier avec Ben qui faisait un peu du copier-coller d'année en année. Pour le Jazz, ça risque d'être pareil les années suivantes, avec quand même ce point de départ intéressant, moi je trouve. C'est un peu moi ce que je regarderais peut-être de mon côté quand je regarderais le Jazz jouer de comment est-ce que Walker Kessler et Tyler Hendricks sont Mm. associés? Est-ce que, comme tu le disais, Azad, Tyler Hendricks va plutôt jouer en complément de Kelly Olynyk ou de John Collins pour justement essayer de rattraper un peu eux leurs faiblesses et d'avoir toujours un protecteur d'arceau sur le terrain pour avoir un plancher défensif élevé? Voir comment Lauri Markkanen va être mis justement dans les systèmes malgré le manque de playmaker. Malgré ça, encore une fois, le Jazz ce sera, enfin, encore une fois, depuis la trade deadline de la saison passée, on n'attendra pas grand-chose du Jazz, et c'est d'ailleurs l'objectif, puisque l'objectif est à la draft, dans le tanking, et de choper des hauts choix de loterie, c'est tout ce qu'on souhaite à ce coach Willardy, qui a prouvé qu'il pouvait faire de très belles choses, et on a envie de le voir avec justement des joueurs plus prometteurs et qui pourront rendre de meilleures copies d'ici quelques temps. Ben, est-ce Mm. que tu as envie d'ajouter quelque chose sur le Jazz? Ouais, alors c'est juste, j'étais en train de vérifier parce que c'est vrai que j'avais le souvenir que le Jazz avait plusieurs choix de draft déjà cette année. Et il y a, juste, en 2 mots, il y a Keyonte, George, je sais pas comment ça se prononce exactement, qui avait été aussi drafté en 16 sur les postes, plutôt, arrière.
Donc je pense qu'il aura pas mal de temps de jeu vu le niveau de la concurrence. Alors ça a pas l'air d'être un meneur gestionnaire, ce qui aurait fait pas mal de bien à Utah. Ça a l'air d'être aussi un peu peut-être un feu follet, qui prend pas mal de shoots et qui comment dire, qui n'est pas forcément le profil idéal, à l'instant T pour Utah. Mais je pense qu'il peut apporter et qu'il aura du temps de jeu au vu de la concurrence. Donc voilà. Et puis vous l'avez un peu abordé, il y aura forcément, la 2e année de Kessler qui va être, vraiment intéressante parce que à titre personnel, je m'y attendais pas du tout l'année dernière. Je l'ai un peu sorti de nulle part, puis j'ai un peu chopé le wagon en route. Donc voilà, un profil, comme Az l'a dit, défensif, ultra intéressant, énorme rebondeur, voilà, déjà protecteur d'arceaux de très grande qualité. À voir si ça réussit à se maintenir et s'il peut développer, des choses intéressantes de l'autre côté du terrain, qui lui permettront de grimper dans la hiérarchie, de sa franchise et peut-être de la ligue à son poste, quoi. Ce sont les 50 ans du Jazz, ça ne va pas tanker, nous dit mais enfin Titi, qu'on devine, hein, vraiment fan derrière son écran, qui ne veut pas lâcher, et Keyonte George, et il nous en parle également, va en surprendre plus d'un. Excellent arrière, il nous dit que c'est un des meilleurs arrière-force, scoreurs explosifs de cette draft, As qui en profite du coup pour envoyer dans le chat le profil envergure, j'imagine, de ce joueur dans le chat, et on vous renvoie bien sûr, excusez notre faiblesse, hein, sur les prospects, mais du coup on vous renvoie bien sûr à des gens qui savent de quoi ils parlent, et du coup à de meilleures sources que nous. On aura oublié du coup un prospect dans cette preview, mais vous aurez bien sûr en lien sur la vidéo YouTube tous les liens pour aller vous documenter par rapport à ça, et la parole de Mais enfin Titi, hein, qui fan du Jazz oblige, les voit battre le tanking encore au moins une demi-saison, hein, avant que Danny Ainge mette le holà à nouveau, on s'imagine. Après, l'Ouest va être un coupe-gorge cette saison, nous dit Assis parler de moi. Il n'y aura pas grand-chose à faire pour tanker, c'est vrai aussi, à l'inverse de l'Est, où on voyait déjà depuis quelques jours, quelques previews, de potentiels coups. Az, est-ce que tu veux terminer en un mot ta preview, ou est-ce qu'on peut quitter notre chat et aller se coucher pour préparer, pour être tranquille pour les 3 previews de demain pour ma part? Non, juste, ouais, le profil que j'ai partagé de Keyonte George, c'est par Baptiste du Dreamcast Show, et qui le fait avec un des gars de Undrafted qui font aussi des choses sur les jeunes joueurs. Donc voilà, il y a vraiment des choses à aller voir aussi sur son podcast, du coup, le Dreamcast Show. Et il a fait pas mal de prospects, justement, de draft juste après la draft. Donc c'est intéressant à les suivre, vu que, par exemple, moi je sais que je suis incapable de faire ça, donc je laisse les autres en parler plutôt que de dire des conneries. Et par contre, moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir aussi, c'est la 2e saison de Walker Kessler. Parce que vraiment, il y a eu un gros impact pour un rookie à la protection de cercle. C'est vraiment de voir si c'était un coup de chance ou s'il peut aller plus loin. Et voir, en fait, vu qu'il réutilise les mêmes schémas défensifs que Gobert, à quel point il va réussir à atteindre un petit peu l'impact que pouvait avoir Gobert sur certaines saisons, et aussi qu'est-ce que offensivement il va pouvoir apporter de différent là où Gobert s'a bloqué. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Walker Kessler. J'ai 2-3 bons espoirs encore, même pour un Sexton qui a retrouvé un peu son shoot, qui était un bon shooter quand il était à la draft apparemment, et s'il reprend confiance dans un rôle de 6e homme, ça peut être intéressant. C'est pour ça que ce pourrait être intéressant de dégager Clarkson pour vraiment donner un rôle de 6e homme à Sexton, et voir un petit peu comme ça, comment tout ça va se développer. Mais moi, c'est une équipe que je vais encore suivre cette année, que je vais prendre un peu du plaisir. Pour moi, un peu le Magic de l'Ouest. Peut-être un peu moins bon, qui peut moins espérer un play-in, mais qui va quand même être agréable à regarder, qui peut créer une bonne surprise. Kessler sera candidat au Deepoy, nous dit mais enfin Titi. C'est tout ce qu'on te souhaite, au moins dans les futures années. On peut dire ça, et je profite du profil de Baptiste du coup pour enjoindre tout le monde à aller le suivre sur Twitter si ce n'était pas déjà fait. Comme son pseudo Twitch l'indique, Penny Bergkamp, bien sûr.